Le dernier exposé donc de cette session, c'est Madame Valérie Lejeune, que j'invite à venir nous parler donc des 10 fausses bonnes idées concernant le tabac. Voilà, je vous en prie. Alors, les 10 fausses bonnes idées sur le tabac, voilà, qui sont ici issues d'un retour d'expérience du questionnement de mes patients. Alors, nous allons voir donc ce qui revient assez donc fréquemment, la toxicité de la nicotine, le tabac et la prise de poids quasiment systématique, le danger d'un sevrage brutal, les risques du petit fumeur, les risques cardiovasculaires qui sont souvent oubliés, les idées reçues sur les patchs, la toxicité de la cigarette light, des cigares et du tabac roulé, le tabagisme passif et son innocuité, le sport qui annule les effets du tabac et le tabac et la grossesse qui comportent aussi pas mal d'idées reçues. Donc la nicotine, ça c'est une phrase qu'on entend le plus fréquemment. Hein. La nicotine est la substance la plus toxique dans la cigarette. Pour la plupart des fumeurs, la toxicité vient de la nicotine. Donc c'est important de leur rappeler que la nicotine n'est pas la substance la plus toxique, elle n'est pas la responsable des maladies que l'on a évoquées. Les substances les plus toxiques sont bien sûr issues de la combustion. Hein. La fumée recèle plus de 4000 composés chimiques, donc une cinquantaine sont cancérigènes. Donc les substances issues de la combustion, les principaux, les goudrons responsables des cancers, le monoxyde de carbone responsable des pathologies cardiovasculaires et les produits irritants responsables des pathologies pulmonaires. Donc la nicotine est dangereuse en soi parce que c'est la substance psychoactive qui est responsable de l'addiction, mais elle n'est pas responsable donc des conséquences du tabac propre. Donc ça aussi, hein, c'est souvent un frein à l'arrêt du tabac. Si j'arrête de fumer, je vais prendre 10 kilos. Alors il faut rassurer les patients. C'est vrai qu'on l'a vu, fumer augmente légèrement le métabolisme. Alors il augmenterait le métabolisme, mais que de 8%. Hein. La nicotine aurait également un effet anorexigène. Une prise de poids qui est souvent constatée au-delà de 3 kg est surtout due au changement de comportement alimentaire. Hein. Le grignotage, les compulsions, le patient, du coup, gère, comme on l'a vu précédemment, ses émotions plutôt avec de la nourriture et en général pas des bâtons de carottes. Donc il va plutôt s'alimenter avec des petites choses sucrées qui vont lui faire prendre du poids. De plus, la reprise d'une activité physique, qui est assez souvent rencontrée lors d'un sevrage, va pouvoir permettre de limiter cette prise de poids. Les substituts nicotiniques aussi suffisamment dosés limitent quand même ces compulsions. Donc il faut partir du principe qu'une prise de poids de 2 à 3 kilos liée en effet à la diminution du métabolisme de base par l'arrêt du tabac est acceptable, surtout au bénéfice de l'arrêt. Alors ça aussi, voilà, on rencontre ça assez souvent, hein, le patient qui a peur d'arrêter de façon brutale la cigarette parce qu'il a peur de tomber malade s'il arrête brutalement de fumer. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'intérêt médical à un arrêt progressif. Hein. Les bénéfices à l'arrêt se font rapidement ressentir. On peut rassurer le patient en lui disant que très vite, il va ressentir une meilleure oxygénation, il va être moins essoufflé. Et ça, très rapidement, au bout de 48 heures, il retrouve le goût, l'odorat. Donc, des avantages très, très rapides suite à l'arrêt total du tabac. Par contre, c'est vrai qu'il peut rencontrer une hyperréactivité bronchique. Hein. Parfois, il est étonné, il est un petit peu soucieux de voir que tout d'un coup, il se met à tousser, et chose qu'il ne faisait pas forcément avant. Il faut lui dire que c'est tout à fait normal, que les cils bronchiques de la muqueuse se mettent à repousser, de la muqueuse bronchique, repoussent, et du coup, font ce travail d'évacuation du mucus et des particules. Donc, il est tout à fait normal qu'ils se mettent à tousser et expectorer pendant 3 à 8 semaines. J'ai justement bon signe.
Fumer 3-4 cigarettes par jour est sans danger. Ça, on le voit souvent. Hein. Parfois, je vois des patients qui me disent qu'ils se considèrent quasiment pas comme des fumeurs puisqu'ils fument 3-4 cigarettes. Alors, justement, il faut leur dire qu'en effet, fumer 1 à 4 cigarettes par jour multiplie par 3 le risque de décès par maladie cardiovasculaire et fumer un paquet par jour multiplie par 4 ce risque. Hein. Donc ça va être surtout aussi important de rappeler pour des patients, par exemple, qui ont fait des AVC, des infarctus, qui ont réussi à bien diminuer leur consommation de tabac, qui sont passés de 20 cigarettes à 1 à 4 cigarettes, mais malheureusement, le bénéfice-risque est quand même très très élevé. Et ça, c'est pas toujours connu et c'est bien de le rappeler, hein, que même 1 à 2 cigarettes par jour est associée à un risque cardiovasculaire plus important qu'un non-fumeur. Donc, aussi rappeler qu'en effet, pour tout ce qui concerne les risques de cancer, il y a une proportionnalité liée à la quantité de cigarettes et à l'ancienneté du tabagisme. Donc, pas de consommation sans risque. Même les petits fumeurs sont touchés. Ça, je le rencontre souvent aussi. Moi, tout va bien, j'ai fait une radio des poumons, elle est normale, donc je n'ai pas de risque. Eh bien, malheureusement, c'est vrai que le cancer du poumon fait partie des conséquences importantes, hein, puisqu'il y a 28 000 décès liés à des cancers du poumon, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que 19 000 sont liés à des maladies cardiovasculaires, que le cancer du poumon n'est pas la seule conséquence, et c'est vrai que quand je questionne mes patients, qu'est-ce qu'on risque quand on fume? Un cancer du poumon. Donc on oublie ces maladies cardiovasculaires, on oublie aussi les 17 autres localisations de cancer, en dehors du cancer du poumon, hein, et puis on oublie aussi les insuffisances respiratoires, les BPCO. Donc il est bien de rappeler tous les risques de la cigarette. Donc beaucoup d'idées reçues sur l'utilisation des patchs. On ne peut pas fumer avec les patchs. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose aussi important à faire passer, c'est qu'on peut fumer avec les patchs, hein, il n'y a pas de contre-indication particulière. Au contraire, pour nous prescripteurs, c'est un bon indicateur de sous-dosage nicotinique. Si on prescrit des patchs à un patient et qu'il continue à fumer quelques cigarettes, ça veut dire qu'on l'a sous-dosé en nicotine. Hein. Donc, pour moi, c'est un bon indicateur. S'il continue à fumer 5-6 cigarettes, et justement, on va augmenter les patchs, et comme l'a dit David, jusqu'à ce qu'il obtienne un certain écœurement. Quand il apporte une cigarette, il prend 1 taf, 2 tafs et ça passe pas parce qu'il a suffisamment de nicotine au niveau des patchs. Donc ça, c'est important. Les patchs sont contre-indiqués à la femme enceinte. Beaucoup de femmes enceintes ont peur des patchs. Elles n'ont pas peur de fumer des cigarettes, mais elles ont peur d'être patchées. Donc il faut les rassurer en disant qu'elles ont été les premières, en 1997, à bénéficier d'un forfait de prise en charge pour elles, et que justement, en mettant des patchs, la substance toxique pour les femmes enceintes, c'est le monoxyde de carbone. Et donc là, justement, elles ont un apport de nicotine, certes, mais qui est minimisé par rapport au monoxyde de carbone. Donc aussi, le dosage, on a des dosages de patch, vous l'avez vu avec David, 7, 14 et 21 mg par 24 heures. Souvent, on pensait que le dosage maximal qui pouvait être administré, c'était 21 mg. Or, on peut aller bien au-delà et sans danger si le patient les supporte. Hein. Pour vous donner un exemple, moi j'ai des patients qui sont sous 5 patchs à 21 mg pour être arrivés à un sevrage total. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 qui sont sous... Et ça a été la quantité nécessaire pour... alors, bien sûr, ils fumaient 3 paquets de cigarettes. Hein, mais on a augmenté petit à petit, on est passé à 21, ils fumaient encore beaucoup de cigarettes, à 2, à 3, à 4 et à 5. Et à 5, on est enfin arrivé à ce que quand ils amènent une cigarette, là, c'est l'écœurement. Hein, et puis après, on va rediminuer progressivement au cours des mois, jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Et on a quand même pas mal obtenu de sevrage, vraiment des patients qui avaient essayé d'arrêter depuis 20 ans et qui, enfin, avec un nombre suffisant de nicotine, ont pu être sevrés. Alors, le tabac roulé est souvent ignoré en termes de toxicité. Les cigarettes light sont moins toxiques, c'est complètement faux. Le tabac roulé est 2 fois plus toxique qu'une cigarette normale. Sa combustion se fait à une température plus élevée et donc elle produit plus de goudron, plus de monoxyde de carbone. Beaucoup de patients passent au tabac roulé parce que c'est moins cher. Je leur dis c'est une économie peut-être financière, mais pas sur la santé, parce que justement ça multiplie la toxicité.
Le cigare aussi, partie des idées reçues, c'est naturel, les feuilles sont naturelles, donc c'est du coup pas toxique. Et ben non, justement, un fumeur de 4 cigares équivaut en toxicité à 10 cigarettes. La fumée est plus concentrée en goudron, en monoxyde de carbone, en hydrocarbures. Les cigarettes light, pareil, c'était une appellation qui devait être interdite parce qu'elle est abusive. Souvent, les petites cigarettes fines, on pense qu'elles sont moins toxiques. Alors, c'est vrai que sur les paquets de cigarettes, le taux de nicotine et de goudron est moindre, mais il faut savoir qu'elles ont été testées sur des machines et non sur une inhalation de fumeurs. Et donc, le fumeur a tendance à inhaler beaucoup plus profondément, à prendre des bouffées plus importantes, à boucher aussi les pores de la cigarette avec les lèvres ou les doigts, et du coup à inhaler, voire presque même plus de nicotine et de monoxyde de carbone. Le tabagisme passif a peu d'impact, c'est vrai qu'il est minimisé. Or, il faut savoir que le tabagisme passif, c'est ce qui correspond à la fumée secondaire. Dans le tabac, il y a plusieurs fumées. Il y a la fumée primaire, celui que le fumeur inhale en fumant sa cigarette. Et la fumée secondaire, c'est celle qui s'échappe de la cigarette, qui est soit au bout des doigts, soit dans le cendrier. Et celle-ci produit beaucoup plus de toxicité en concentration de monoxyde et de substances cancérigènes. Donc c'est important, c'est pour ça qu'on a fait toutes ces lois sur le tabagisme passif pour protéger, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de décès liés au tabagisme passif et que les enfants et les femmes sont les premières victimes de ce tabagisme passif. Faire du sport annule les risques de la cigarette. Ça, il y a beaucoup de fumeurs qui pensent qu'en étant des sportifs, ça serait bien, mais malheureusement, c'est pas le cas. Faire du sport est bénéfique, tout à fait, mais ne permet pas d'éliminer les substances toxiques de la fumée inhalée, et notamment, même, elle a des effets sur le sportif, qui est beaucoup plus vite essoufflé, lié à ce monoxyde qui se fixe sur ses hémoglobines. Il a des récupérations plus lentes, des douleurs musculaires, des crampes, davantage de crampes. Alors, le sport permet en lui-même de gérer le stress, surtout pendant les symptômes de manque. Ça va l'aider quand même à gérer. Ça va aussi diminuer sa prise de poids, qui est parfois liée, comme on l'a vu. Donc ça, c'est une idée que je combats. Il vaut mieux fumer 5 cigarettes plutôt que d'être stressé pendant la grossesse. Je le vois encore par beaucoup de professionnels de santé. Donc, les risques sur la grossesse du tabac liés au monoxyde de carbone et qui provoquent des retards de croissance intra-utérin, des hypertrophies, sont tout à fait présents. Et donc, il vaut mieux un petit peu de stress pour la femme enceinte que d'inhaler ce monoxyde de carbone. Il y a toujours un bénéfice à tout moment dans la grossesse, même la veille de l'accouchement, pour avoir un meilleur accouchement, le mieux oxygéné possible. Il y a toujours des bénéfices, donc à tout moment, au moment de la grossesse et même au moment de l'allaitement. Et la grossesse peut être une source de motivation à initier un sevrage. Donc encore beaucoup trop de fausses idées qui circulent sur le tabagisme. Alors pourquoi toutes ces idées ? Certainement par un manque d'informations fiables, par des messages erronés et contradictoires des médias et aussi des professionnels de santé. Et il faut savoir que finalement, devant tout ce flot d'informations, les patients ont tendance à choisir celle qui les arrange. Donc c'est pour ça que nous comptons sur vous pour délivrer les bons messages. Merci. Merci pour ces 10 bons messages que je pense que ça devrait faire le buzz en réalité. Donc, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, question, allez-y. Merci beaucoup pour tous ces topos. Je voudrais poser une question concernant le sevrage géré par les généralistes. On voit beaucoup de patients qui ne sont pas du tout prêts à rentrer dans un parcours addicto avec un suivi où ils peuvent bénéficier de thérapie comportementale. Donc, on peut avoir une place dans ce sevrage à ce moment-là. Ma question, c'est, il y a beaucoup de patients qui renvoient cette idée. Ils ne veulent pas, par exemple, prendre des substituts nicotiniques parce qu'ils ont peur de finalement devenir dépendants aux substituts. Et même dans la politique actuelle de trouver ce dosage efficace en nicotine pour qu'il n'y ait plus d'envie, quelque part, ils ont peur que, du coup, je vais peut-être être encore plus dépendant à la nicotine puisqu'on me sature avec de la nicotine.
Et voilà, donc savoir comment les rassurer. Le Champix, pareil, le côté ah oui, mais c'est un médicament, je vais devenir dépendant au médicament. Alors, il faut rassurer les patients en leur disant qu'au niveau des patchs nicotiniques, il n'y a pas d'addiction aux patchs. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est de la diffusion lente et continue. Et qu'on est addict à la nicotine parce que c'est une réaction qui est rapide. Hein. Vous avez vu la cinétique de la cigarette, le pic, le shoot arrive très rapidement au cerveau et qu'il ne peut pas y avoir une addiction s'il n'y a pas ce pic, en fait, cette réaction immédiate. Donc c'est aussi pourquoi, après, on s'est aussi aperçu qu'il y avait un élément de la fumée, hein, ça s'appelle les inhibiteurs de la monooxydase, qui, associés à la nicotine, rendraient dépendant. La nicotine ne serait pas la seule substance addictive, elle serait associée aussi à un composant de la fumée. Donc il faut vraiment rassurer les patients en leur disant que on n'est pas dépendant aux substituts nicotiniques transdermiques. Petite question tranquillement. Les agents de texture, il y en a avec ou sans, est-ce que c'est addictif autre que la nicotine ? Alors, les agents qu'on rajoute en soi, je crois que par exemple la menthe est très addictive. Les cigarettes qui ont des petits trucs où on peut appuyer dessus et qui délivrent de la menthe, en effet, augmentent le potentiel addictif de la cigarette. Après, oui, tout est fait pour rendre cette cigarette plus attractive possible, hein, avec ses goûts, ses additifs. En soi, on a bien vu que les substances toxiques étaient vraiment dans ceux qui sont issus de la combustion, mais en effet, tout ce qui a été rajouté peut rendre encore plus addict. Bon, merci beaucoup. Cette session était vraiment très très intéressante et merci à tout le monde d'y avoir assisté. Je crois qu'il y a un certain nombre de messages à rapporter à la maison qu'on va essayer de lister rapidement. Ça me semble très très important parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été évoquées. Alors un peu dans l'ordre, si j'en oublie, merci de me les rappeler. Le tabac est la première cause de mort évitable. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le prendre en considération. Il y avait des questions sur des différentes voies de fumer le tabac, et notamment que c'est la combustion qui est extrêmement délétère, et ça répond à la question sur la chicha qui reste aussi extrêmement dangereuse. On a bien insisté sur les risques cardiovasculaires, pneumologiques et cancérologiques. Si on regarde, c'est des coûts de santé absolument phénoménal, de maladies chroniques, de maladies torpides, ou qui vont coûter extrêmement cher lorsqu'elles sont diagnostiquées. Donc je crois que le rôle de tout le monde en tant qu'acteur de santé, c'est d'essayer de motiver les gens vers un sevrage. Ce sevrage, on l'a vu, il est efficace et il ne faut pas oublier de prendre en considération les 3 aspects que nous ont bien expliqué Madame Lejeune, physique, bien évidemment, avec la dépendance, psychique et comportementale. Et donc, c'est vraiment une prise en charge globale pour laquelle on peut objectivement se faire aider par des tabacologues. Le sevrage proposer peut-être le système le plus adapté aux patients, ne pas oublier le sevrage pharmacologique et la rechute étant habituelle, il faut inciter les patients à recommencer. On a bien vu ces chiffres importants qui fait qu'on peut avoir jusqu'à 5 à 6 rechutes avant d'obtenir un sevrage efficace. Donc ne pas sous-estimer et dénigrer les patients parce qu'ils n'y arrivent pas, on sait que c'est difficile. Enfin, sur la cigarette électronique, alors là, moi, je crois qu'il faut résister à ces effets de buzz et à ces effets qui me semblent extrêmement préoccupants avec des attitudes à l'emporte-pièce prises par les autorités américaines et relayées par beaucoup de gens, mais garder à l'esprit que la cigarette électronique doit être un moyen de sevrage et pas un moyen de substitution, et que ça reste un moyen à considérer en première intention, et il faut savoir rassurer les patients en leur disant que utiliser des produits de substitution marketés et pas les trafiquer reste le meilleur moyen d'utiliser la cigarette électronique, avec bien entendu le bémol, et surtout si vous voyez des éléments suspects, sachez les signaler ou les faire investiguer par nos amis radiologues ou nos pneumologues, et bien entendu les signaler aux autorités de santé.
Le cannabis, qui est soi-disant, c'est naturel. Bon, l'uranium aussi, c'est naturel, hein, ça vient de la planète Terre. Le sevrage est plus difficile lorsqu'il est associé au tabac. Et on a bien vu ces problèmes de légalisation qui, outre des événements sociétaux importants, posent quand même des questions, et je crois qu'il faut s'aider de ce qui a été fait aux États-Unis, au Canada, et on verra un peu ce qui va se passer en France. Et si la légalisation est à l'ordre du jour, visiblement à l'île Maurice, ça semble pas être le cas. Voilà. Et enfin, ces 10 fausses bonnes idées de sevrage tabagique, merci pour avoir listé, parce que c'est ce que nous posent les patients au quotidien. Et là, en les ayant listés, ça va nous permettre, je crois, de répondre de manière extrêmement claire pour justement inciter les patients à se sevrer. Et en tant que pneumologue, j'insiste sur, ce que vous avez dit, à savoir que diminuer le nombre de cigarettes ne diminue pas de manière arithmétique les risques. Et ça, c'est extrêmement important. On en a un peu parlé sur l'asthme et sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, je crois que merci à tous les orateurs d'avoir animé cette séance et de nous avoir donné des éléments d'information extrêmement pertinents qui vont, je crois, nous aider dans notre pratique de tous les jours. Merci à mon co-chairman et à l'assistance.